Le 30 janvier 1979 ressemble à une journée ordinaire sur le tarmac de l'aéroport international de Narita, au Japon. Des dizaines d'appareils décollent et atterrissent sous les lumières artificielles qui illuminent la nuit tokyoïte. Parmi eux, se trouve un avion qui n'attire pas particulièrement l'attention. Un Boeing 707 Cargo de la compagnie brésilienne Varig. À première vue, rien ne distingue cet appareil des nombreux autres avions de fret qui sillonnent quotidiennement les océans. Et pourtant, ce vol transporte l'une des cargaisons artistiques les plus précieuses de l'époque. Dans la soute soigneusement sécurisée reposent 153 tableaux du célèbre peintre Manabu Mabe. Né au Japon avant d'émigrer au Brésil, Mabe est devenu l'une des figures majeures de l'art abstrait contemporain. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs pays. Les collectionneurs se les arrachent. Certaines atteignent déjà des prix considérables lors des ventes privées. La valeur exacte de la cargaison reste encore aujourd'hui sujette à débat. Mais selon plusieurs estimations de l'époque, elle représenterait plusieurs millions de dollars. Une véritable fortune voyage donc dans les entrailles métalliques du Boeing. Mais les tableaux ne sont pas les seuls trésors présents à bord. Dans le cockpit prend place un homme dont la réputation dépasse largement les frontières du Brésil. Le commandant Gilberto Araújo da Silva. Pour ses collègues, il n'est pas seulement un pilote expérimenté. Il est une référence. Quelques années plus tôt, il avait déjà affronté l'impensable. Lors d'un dramatique incident aérien près de Paris, son sang-froid et son expérience avaient permis de sauver de nombreuses vies. Depuis cet événement, son nom inspire le respect dans toute la compagnie. Si quelqu'un peut ramener un avion à destination malgré les difficultés, beaucoup pensent alors que cet homme en est capable. Autour de lui se trouve un équipage tout aussi expérimenté. Des professionnels habitués aux longues traversées transocéaniques, des hommes qui connaissent parfaitement les procédures et les risques liés à leur métier. Rien, absolument rien, ne laisse imaginer qu'il s'apprête à entrer dans l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. À cette époque, le Boeing 707 représente encore l'un des symboles de la puissance aérienne mondiale. Fiable, robuste, capable de parcourir des milliers de kilomètres au-dessus des océans. Pour beaucoup, il est considéré comme l'un des appareils les plus sûrs de sa génération. C'est précisément cette réputation qui rendra la disparition du vol Varig 967 si incompréhensible. Car lorsqu'un petit avion disparaît dans une région isolée, le monde peut parfois accepter l'idée qu'il soit difficile à retrouver. Mais un Boeing 707 ? Un géant d'acier de près de 70 tonnes ? Comment une machine aussi imposante pourrait-elle disparaître sans laisser la moindre trace ? Quelques heures plus tard, cette question allait devenir l'une des plus troublantes de toute l'histoire de l'aviation moderne. Quelques heures avant sa disparition, rien ne distingue le vol Varig 967 des centaines de vols cargo qui traversent quotidiennement le Pacifique. Sur le tarmac de l'aéroport international de Narita, les équipes au sol suivent une routine parfaitement rodée. Les derniers conteneurs sont solidement arrimés dans la soute. Chaque caisse est vérifiée une dernière fois. Les documents de transport sont contrôlés. Le poids de la cargaison est confirmé. Pour un vol de cette importance, aucune approximation n'est permise. Les mécaniciens effectuent leur ultime inspection. Autour du Boeing 707, les lampes de contrôle balaient le fuselage métallique. Les pneus sont examinés, les gouvernes sont testées. Les 4 réacteurs Pratt & Whitney sont inspectés avec minutie. Aucune anomalie n'est détectée. Dans le cockpit, l'équipage suit méthodiquement la longue liste des procédures de prévol. Chaque interrupteur est actionné dans un ordre précis. Chaque instrument est comparé aux valeurs attendues. Les systèmes hydrauliques répondent normalement. Les circuits électriques fonctionnent parfaitement. Les réservoirs contiennent largement assez de carburant pour rejoindre la première étape du voyage. À l'extérieur, les prévisions météorologiques sont rassurantes. Les services météorologiques japonais annoncent un ciel dégagé sur une grande partie de la route. Les vents sont conformes aux prévisions. Aucun orage important n'est signalé sur la trajectoire prévue. Pour les pilotes, cette traversée s'annonce presque idéale. Personne n'imagine que cet océan calme deviendra quelques dizaines de minutes plus tard le théâtre de l'un des plus grands mystères de l'aviation. À l'intérieur de la tour de contrôle, les échanges radio s'enchaînent avec précision. Les autorisations de roulage sont délivrées,
Les avions décollent les uns après les autres. Le trafic est dense, mais parfaitement maîtrisé. Lorsque vient le tour du vol Varig 967, rien ne retient particulièrement l'attention des contrôleurs. L'appareil reçoit son autorisation. Les 4 réacteurs montent progressivement en puissance. Le grondement caractéristique du Boeing 767 envahit la piste. L'immense avion commence lentement à rouler. Sous les lumières blanches qui bordent la piste, le géant d'acier semble avaler les derniers mètres qui le séparent de l'océan Pacifique. Dans le cockpit, le commandant Gilberto Araújo da Silva et son équipage échangent leurs dernières vérifications. Vitesse, pression, température. Cap. Tous les paramètres sont au vert. À pleine puissance, les 4 moteurs propulsent désormais l'appareil vers l'avant. Le Boeing accélère rapidement. 100 km/h, 200, puis davantage encore. Quelques secondes plus tard, le train d'atterrissage quitte le sol japonais. Le Varig 967 s'élève doucement dans le ciel nocturne. Les lumières de Tokyo deviennent progressivement une constellation lointaine. Devant l'équipage s'étend désormais une immensité presque vide. Le Pacifique, le plus vaste océan de la planète. Une étendue d'eau si gigantesque que certaines portions demeurent encore aujourd'hui parmi les régions les moins explorées de la Terre. Pour les pilotes, cette route n'a pourtant rien d'exceptionnel. Ils l'ont parcourue à de nombreuses reprises. Ils connaissent parfaitement les procédures. Ils savent que les premières dizaines de minutes sont souvent les plus chargées en communication avec les contrôleurs. Puis, une fois l'altitude de croisière atteinte, le vol devient presque monotone. Le Boeing poursuit tranquillement sa montée. Depuis le sol, personne ne remarque le moindre comportement inhabituel. L'appareil suit exactement la trajectoire prévue. Les radars le suivent sans difficulté. Les communications sont parfaitement normales. Absolument rien ne laisse présager que le compte à rebours a déjà commencé. Car dans moins de 30 minutes, cet avion, son équipage et les 153 tableaux de Manabuma Bay vont disparaître de la surface du monde. Sans explosion observée, sans appel de détresse, sans qu'aucun témoin ne puisse expliquer ce qui s'est réellement passé. Le silence est déjà en marche. Et personne, cette nuit-là, n'en a encore conscience. Le Boeing 707 poursuit sa montée au-dessus du Japon, avant de mettre le cap vers l'immensité du Pacifique. À bord, tout semble suivre le déroulement normal d'un vol long courrier. Les réacteurs ronronnent avec régularité. Les instruments de navigation affichent des valeurs parfaitement stables. Le pilote automatique prend progressivement le relais, tandis que l'équipage poursuit les vérifications prévues après le décollage. Pour les 6 hommes présents dans le cockpit et les compartiments techniques, cette première demi-heure ne diffère en rien des centaines d'autres traversées qu'ils ont déjà effectuées. Chaque geste est précis. Chaque procédure est connue par cœur. Le commandant Gilberto Araújo da Silva échange calmement avec le contrôle aérien japonais. Sa voix ne laisse transparaître aucune inquiétude. Les contrôleurs confirment la position de l'appareil. L'équipage répond avec le professionnalisme habituel. Aucun problème technique n'est signalé. Aucune demande particulière n'est formulée. Les conditions météorologiques demeurent excellentes. Les radars suivent toujours sans difficulté la progression du Boeing. À plusieurs kilomètres d'altitude, l'appareil s'éloigne lentement des côtes japonaises. Derrière lui, les lumières des grandes villes disparaissent peu à peu dans la nuit. Devant lui, il n'y a plus que l'obscurité. Une immensité noire où le ciel semble se confondre avec l'océan. À cette époque, les équipages qui traversent le Pacifique savent qu'ils vont bientôt quitter les zones les plus densément surveillées. Sous leurs ailes s'étendent des milliers de kilomètres d'eau, sans repères visuels, sans possibilité d'atterrissage d'urgence, parfois à plusieurs heures de la Terre la plus proche. Le moindre incident peut rapidement devenir critique. Mais rien, absolument rien, ne laisse penser que le vol Varig 967 va connaître la moindre difficulté. Puis arrive ce qui deviendra le dernier échange connu. Le contrôle aérien contacte l'appareil afin de confirmer sa position et la poursuite de sa route. La réponse du commandant est claire, calme, professionnelle. Les paramètres du vol sont normaux. Aucune anomalie n'est mentionnée. Aucun mot ne laisse imaginer qu'une urgence est en train de se préparer. Personne,
ni dans le cockpit, ni dans la tour de contrôle, n'imagine alors que ces quelques phrases ordinaires entreront quelques heures plus tard dans les archives de l'aviation. Parce qu'elles seront les dernières. Les minutes continuent de s'écouler. Sur les écrans radars, le point représentant le Boeing poursuit sa trajectoire. Puis, soudain, quelque chose change. Le signal devient irrégulier. Les contrôleurs pensent d'abord à une simple perturbation. Cela arrive parfois. Quelques secondes plus tard, le point disparaît complètement. Dans la tour de contrôle, personne ne panique immédiatement. Une perte momentanée de contact peut avoir plusieurs explications. Un changement de fréquence, une anomalie radar, une difficulté de transmission. Le contrôleur tente alors de rappeler le vol Varig 967. Aucune réponse. Il renouvelle son appel. Toujours rien. Une troisième tentative. Le silence. Les minutes passent. L'inquiétude commence lentement à s'installer. L'appareil aurait déjà dû répondre. Même en cas de panne radio, l'équipage dispose de plusieurs moyens pour signaler sa présence. Même confronté à un problème mécanique, un pilote expérimenté cherche presque toujours à lancer un message de détresse, ne serait-ce que quelques mots. Ici, rien. Aucun appel. Aucun code d'urgence. Aucun changement de trajectoire identifiable. Comme si les 6 hommes présents à bord s'étaient volatilisés au même instant. Les contrôleurs consultent une nouvelle fois leurs écrans. Ils vérifient les fréquences. Ils contactent d'autres centres de contrôle. Ils demandent si quelqu'un capte encore le Boeing. La réponse est toujours la même. Non. Le Varig 967 est introuvable. Pourtant, un avion de cette taille ne peut pas simplement disparaître. Un Boeing 707 mesure près de 47 mètres de long. Son envergure dépasse 44 mètres. Chargé de carburant et de plusieurs tonnes de fret, il représente une masse gigantesque évoluant dans le ciel. Et malgré cela, plus personne ne semble capable de le localiser. À cet instant précis, personne ne peut encore imaginer l'ampleur du mystère qui est en train de naître. Les contrôleurs pensent toujours qu'il s'agit peut-être d'un problème temporaire. Ils ignorent encore qu'ils viennent probablement d'entendre les derniers mots du commandant Gilberto Araújo da Silva. Car à partir de cette minute, le vol Varig 967 cesse tout simplement d'exister. Et lorsque les premières recherches seront lancées, une question va rapidement hanter tous les enquêteurs. Comment un avion aussi imposant a-t-il pu disparaître en moins de quelques secondes, sans envoyer le moindre appel de détresse ? Lorsque les tentatives de contact restent sans réponse, les contrôleurs aériens comprennent que la situation dépasse largement une simple panne radio. Un avion peut perdre momentanément une fréquence. Un émetteur peut tomber en panne. Même un radar peut, dans certaines circonstances, perdre brièvement la trace d'un appareil. Mais un Boeing 707 ne disparaît pas aussi facilement. Les minutes deviennent des dizaines de minutes, puis des heures. Toujours aucun message, aucun signal, aucune indication permettant de localiser l'appareil. L'alerte est officiellement déclenchée. Très rapidement, les autorités japonaises et la compagnie Varig coordonnent leurs premières actions. Les informations disponibles sont rassemblées une à une. Les contrôleurs reconstituent les derniers échanges radio. Les techniciens examinent les enregistrements des communications. Les météorologues vérifient une nouvelle fois les conditions atmosphériques. Tout est passé au crible. Chaque détail compte. Mais plus les heures passent, plus une réalité inquiétante s'impose. Personne ne sait où chercher. Le dernier contact connu ne correspond pas à un point d'impact. Il indique simplement la dernière position approximative d'un avion qui poursuivait normalement sa route. Au-delà de cette position, plus rien. L'océan Pacifique avale toutes les certitudes. Des avions de reconnaissance décollent pour explorer les secteurs les plus probables. Depuis leur hublot, les équipages scrutent inlassablement la surface de l'eau. À cette altitude, le moindre reflet inhabituel peut révéler une nappe de carburant. Le moindre éclat métallique peut trahir la présence d'une épave. Des navires sont également dirigés vers la zone estimée.
Leurs équipages parcourent des centaines de kilomètres, observant l'horizon jour et nuit. Les recherches s'étendent progressivement, puis encore davantage. Car plus le temps passe, plus la zone potentielle de disparition s'agrandit. Le Pacifique est le plus vaste océan de la planète. Il couvre plus de 160 millions de kilomètres carrés. Même avec les moyens modernes, retrouver un avion disparu dans une telle immensité représente un défi colossal. En 1979, la tâche est presque inimaginable. Les jours passent, puis une semaine. Les recherches continuent. Les spécialistes savent pourtant qu'un accident en mer laisse généralement des indices. Des morceaux d'isolation flottent souvent à la surface. Des coussins de siège remontent grâce à leur flottabilité. Des fragments de plastique, Des bagages ou des effets personnels finissent parfois par dériver pendant des semaines. Même une faible quantité de carburant peut former une nappe visible depuis les airs. Mais cette fois, absolument rien. Pas la moindre trace d'huile. Pas un gilet de sauvetage. Pas une caisse de transport. Pas un morceau d'aluminium. Rien. Les pilotes des avions de recherche survolent pourtant des milliers de kilomètres carrés. Les équipages des navires inspectent méthodiquement les zones désignées. Chaque observation est immédiatement vérifiée. À plusieurs reprises, des objets aperçus au loin redonnent un instant de l'espoir. Mais chaque fois, il ne s'agit que de débris marins, de troncs d'arbres ou de simples vagues reflétant la lumière du soleil. Le Boeing 707 demeure introuvable. Cette absence totale de preuves commence à intriguer les enquêteurs. Même lorsqu'un appareil sombre rapidement, l'océan restitue souvent une partie de son histoire. Les courants dispersent les débris, mais ils ne les font pas disparaître. Dans de nombreuses catastrophes aériennes, les premiers éléments sont retrouvés en quelques jours. Ici, le Pacifique semble avoir tout englouti. comme si l'avion avait sombré d'un seul bloc, sans jamais se désintégrer, ou comme s'il n'était jamais arrivé jusqu'à la surface. Les semaines deviennent des mois. Peu à peu, les opérations de recherche perdent en intensité. Les chances de retrouver des survivants sont désormais nulles. L'objectif change. Il ne s'agit plus de sauver des vies. Il s'agit de comprendre. Comprendre ce qui a pu arriver à un appareil considéré comme fiable. Comprendre pourquoi 6 hommes expérimentés n'ont jamais lancé le moindre appel de détresse. Comprendre comment une cargaison aussi précieuse a pu disparaître avec son avion. Mais chaque réponse attendue semble s'enfoncer un peu plus dans les profondeurs du Pacifique. À mesure que les recherches s'interrompent, une autre bataille commence. Une bataille menée cette fois dans les bureaux des enquêteurs. Sans épave, sans enregistreur de vol, sans témoignage, sans le moindre indice matériel. Ils vont devoir résoudre une énigme presque impossible. Car lorsqu'il n'existe aucune preuve, il ne reste plus que des hypothèses. Et certaines d'entre elles vont conduire les enquêteurs sur des pistes aussi fascinantes qu'inquiétantes. Lorsqu'une catastrophe aérienne se produit, les enquêteurs disposent généralement d'un point de départ. Une épave, une boîte noire, des témoignages, des données radars, ou au moins quelques débris permettant de reconstituer les dernières secondes du vol. Mais dans l'affaire du Varig 967, il n'y a rien. Absolument rien. Pour comprendre ce qui a pu arriver au Boeing, les spécialistes sont contraints de repartir de zéro. Ils doivent imaginer tous les scénarios possibles, puis les confronter aux rares informations dont ils disposent. La première hypothèse est celle qui accompagne presque toutes les enquêtes aériennes. Une défaillance technique. Le Boeing 707 est réputé pour sa robustesse. Mais aucun avion n'est totalement à l'abri d'une panne. Les enquêteurs examinent donc la possibilité d'une rupture mécanique soudaine, une défaillance des commandes de vol, une perte simultanée de plusieurs systèmes essentiels, ou encore une panne électrique majeure. Cependant, cette théorie soulève immédiatement une première difficulté. Même confronté à un problème grave, un équipage expérimenté tente presque toujours d'envoyer un message. Quelques mots suffisent. Mayday. Perte de contrôle. Incendie à bord. Parfois,
Un simple souffle capté par la radio permet déjà aux enquêteurs de comprendre ce qui s'est passé. Ici, aucun mot. Comme si le temps lui-même avait été suspendu. Une autre possibilité est alors étudiée. La décompression explosive. À haute altitude, une rupture brutale du fuselage peut provoquer une chute instantanée de la pression à l'intérieur de l'appareil. Dans certains cas extrêmes, l'équipage dispose de seulement quelques secondes pour réagir, avant de perdre connaissance. Cette hypothèse expliquerait l'absence de messages de détresse. Mais elle ne répond pas à toutes les questions. Un avion privé de son équipage ne disparaît pas instantanément. S'il reste contrôlable, il peut continuer à voler pendant un certain temps sous pilote automatique. Il finit généralement par s'écraser bien plus loin, laissant malgré tout une zone de recherche plus identifiable. Là encore, aucune preuve ne vient confirmer ce scénario. Les enquêteurs envisagent également un incendie. Les avions de cette génération transportent plusieurs kilomètres de câbles électriques. Une surchauffe ou un court-circuit pourrait théoriquement provoquer un feu se propageant rapidement dans les compartiments techniques. Si les systèmes de communication étaient détruits dès les premières minutes, l'équipage pourrait perdre tout moyen d'alerter le contrôle aérien. Mais même dans cette situation, les pilotes tenteraient probablement une descente d'urgence ou un changement de cap. Or, les dernières données disponibles ne montrent aucun comportement anormal avant la disparition. Plus les spécialistes avancent, plus chaque hypothèse semble répondre à une partie du mystère, sans jamais l'expliquer entièrement. Puis, une autre piste commence à attirer l'attention. Une piste qui ne concerne plus l'avion, mais sa cargaison. 153 tableaux. Des œuvres uniques, estimées à plusieurs millions de dollars. Une fortune transportée au-dessus de l'un des océans les plus vastes de la planète. Pour certains observateurs, cette coïncidence est troublante. Et si le véritable objectif n'avait jamais été l'avion lui-même? Et si quelqu'un avait voulu s'emparer des œuvres de Manabu Mabe? L'idée paraît presque digne d'un roman d'espionnage. Pourtant, le marché noir de l'art existe bel et bien. Depuis des décennies, certaines œuvres volées disparaissent dans des collections privées où elles restent cachées pendant des générations. Contrairement à un lingot d'or ou à des billets de banque, un tableau célèbre est pratiquement impossible à revendre publiquement. En revanche, il peut devenir le trésor secret d'un collectionneur, prêt à payer une fortune pour posséder une œuvre que personne d'autre ne pourra jamais admirer. Cette hypothèse alimente rapidement les discussions. Aurait-il été possible de détourner un Boeing 770 cargo en plein vol? Les spécialistes rappellent immédiatement les immenses difficultés d'un tel scénario. Un appareil de cette taille nécessite une piste adaptée. Il faut des équipes au sol, du carburant, une logistique considérable. Et surtout, faire disparaître un avion de près de 70 tonnes sans laisser le moindre témoin relève presque de l'impossible. Aucune enquête officielle n'a d'ailleurs permis de démontrer qu'un détournement avait eu lieu. Aucune preuve, aucun document, aucun témoignage. Pourtant, un détail continue de nourrir les interrogations. Les tableaux de Manabu Mabe n'ont jamais été retrouvés. Aucun n'est réapparu officiellement sur le marché de l'art. Aucune vente publique n'a permis de les identifier. Comme si les œuvres s'étaient volatilisées en même temps que le Boeing. Plus les années passent, plus une évidence s'impose. Toutes les hypothèses présentent des failles. Aucune ne permet d'expliquer à la fois la disparition soudaine des communications, l'absence totale de débris et l'effacement complet de l'avion. Le dossier semble résister à toutes les tentatives d'explication. Et c'est précisément ce qui fait du Varig 967 l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire de l'aviation. Car lorsqu'aucune théorie ne parvient à répondre à toutes les questions, une nouvelle interrogation apparaît. Existe-t-il une explication que personne n'a encore envisagée? Ou bien certains éléments de cette affaire n'ont-ils jamais été rendus publics? À partir de ce moment, l'enquête quitte progressivement le terrain des certitudes. Elle entre dans une zone où les faits établis côtoient les spéculations, les coïncidences troublantes et les zones d'ombre. Et c'est précisément là que le mystère du vol Varig 967 devient véritablement intemporel. Près d'un demi-siècle après la disparition du vol Varig 967, une question revient sans cesse.
comment un avion aussi imposant a-t-il pu disparaître sans laisser la moindre trace? Pour répondre à cette interrogation, il faut revenir en 1979. À cette époque, l'aviation commerciale connaît déjà un niveau de sécurité remarquable. Les Boeing 707 traversent quotidiennement les océans, les équipages sont hautement qualifiés, les procédures sont strictes. Mais une chose essentielle manque encore: la surveillance permanente des avions. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un monde où un appareil de ligne peut quitter une zone radar et ne plus transmettre sa position avec précision. Pourtant, à la fin des années 1970, c'est exactement ainsi que fonctionne une grande partie du trafic aérien. Les contrôleurs suivent les avions lorsqu'ils évoluent à proximité des côtes ou des stations radars terrestres, mais au-dessus des immenses océans, la situation est très différente. Le Pacifique représente à lui seul près d'un tiers de la surface de la planète. Des millions de kilomètres carrés, où à l'époque, aucun radar terrestre ne peut assurer une couverture continue. Une fois éloignés des côtes, les équipages communiquent principalement par radio à haute fréquence. À intervalles réguliers, ils annoncent leur position, leur altitude et leur progression. Entre deux comptes rendus, les contrôleurs ne disposent souvent que de calculs et d'estimations. Ils savent où l'avion devrait se trouver, mais ils ne voient pas en permanence sa position réelle. Cette différence est fondamentale, car si un appareil rencontre un problème entre deux communications, il peut disparaître dans une immense zone d'incertitude. C'est précisément ce qui rend le vol Varig 967 si difficile à retrouver. Lorsque les communications cessent, les enquêteurs ne disposent pas d'un point d'impact. Ils ne possèdent que la dernière position connue et une estimation de la route que l'appareil était censé suivre. À partir de là, les possibilités deviennent presque infinies. Le Boeing aurait pu poursuivre sa trajectoire pendant plusieurs minutes, peut-être même davantage. Il aurait pu dériver légèrement sous l'effet des vents, modifier son altitude ou changer involontairement de cap. Quelques degrés d'écart suffisent à déplacer la zone de recherche de plusieurs centaines de kilomètres. Dans l'immensité du Pacifique, cette différence est considérable. Les océans compliquent également le travail des enquêteurs d'une autre manière. Contrairement à une catastrophe survenue sur la terre ferme, la mer ne conserve pas les preuves de la même façon. Les courants déplacent les objets. Les tempêtes modifient les trajectoires des débris. Les profondeurs engloutissent rapidement les éléments les plus lourds. Certaines fosses océaniques atteignent plusieurs milliers de mètres. À ces profondeurs, la pression est telle que très peu de véhicules sous-marins peuvent intervenir. En 1979, explorer de telles zones relève presque de la science-fiction. Même si les enquêteurs avaient identifié une zone précise, il leur aurait été extrêmement difficile d'inspecter les fonds marins. Et encore, aurait-il fallu savoir exactement où chercher. Cette réalité explique pourquoi tant d'accidents maritimes et aériens demeurent partiellement irrésolus. Ce n'est pas toujours l'absence d'enquête qui pose problème. C'est parfois l'immensité même de notre planète. Au fil des décennies, les technologies évoluent. Les satellites deviennent capables de suivre certains mouvements avec une précision inédite. Les systèmes de navigation embarqués gagnent en fiabilité. Les avions transmettent davantage d'informations en temps réel. Après plusieurs catastrophes majeures, de nouvelles normes internationales renforcent encore le suivi des vols au-dessus des océans. Aujourd'hui, un appareil moderne laisse derrière lui une quantité impressionnante de données. Sa position, son altitude, sa vitesse, ses performances. Parfois même des informations techniques détaillées sur ces systèmes. Pourtant, malgré tous ces progrès, le mystère n'a pas totalement disparu. La disparition du vol MH370 en 2014 a rappelé au monde une vérité dérangeante. Même au XXIe siècle, un avion peut encore disparaître dans l'immensité d'un océan et résister pendant des années aux recherches les plus sophistiquées. Cette comparaison ne signifie pas que les deux affaires sont identiques. Les circonstances, les technologies et les enquêtes sont très différentes. Mais elles révèlent une même réalité. L'océan reste l'un des derniers territoires où l'humanité accepte encore de ne pas tout maîtriser. Le Varig 967 est peut-être tombé dans une région que personne n'a jamais explorée. Son épave repose peut-être intacte à plusieurs kilomètres sous la surface, protégée par les ténèbres et la pression des grands fonds. Ou peut-être que la vérité se trouve ailleurs. Car plus les années passent, plus une certitude s'impose.
Ce ne sont pas seulement les profondeurs du Pacifique qui ont englouti cet avion. Ce sont aussi les limites technologiques d'une époque où le ciel pouvait encore avaler un géant d'acier sans que personne ne puisse expliquer comment. Et c'est précisément cette absence de réponse qui continue aujourd'hui encore d'alimenter l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation. Le 30 janvier 1979, un Boeing 707 cargo de la compagnie Varig quitte Tokyo avec 6 hommes à son bord et 153 tableaux destinés à rejoindre le Brésil. Quelques dizaines de minutes plus tard, plus rien. Pas de message de détresse, pas de signal d'urgence, pas de changement de trajectoire clairement identifié. Seulement le silence. Un silence qui dure depuis près d'un demi-siècle. Au fil des années, les enquêteurs ont étudié toutes les hypothèses imaginables. Une panne mécanique, une décompression soudaine, un incendie, une perte de contrôle. Un détournement motivé par la valeur exceptionnelle des œuvres d'art. Aucune de ces explications n'a pu être démontrée, mais aucune n'a pu être définitivement écartée non plus. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si particulière. Dans la plupart des catastrophes aériennes, les enquêteurs finissent par reconstituer les derniers instants du vol. Les boîtes noires parlent, les débris racontent une histoire, les expertises permettent d'établir une succession d'événements. Le vol Varig 979, lui, n'a laissé aucun récit. Comme si le ciel avait effacé jusqu'au moindre indice. Avec le temps, les familles des 6 membres d'équipage ont dû apprendre à vivre sans réponse. Il n'y a jamais eu d'épave sur laquelle se recueillir. Aucun lieu de mémoire, aucune certitude. Seulement une date, un numéro de vol et l'espoir, toujours présent, qu'un jour la vérité puisse enfin émerger des profondeurs du Pacifique. Les 153 tableaux de Manabuma Bay ont eux aussi disparu avec l'avion. Reposent-ils encore dans la soute du Boeing, préservés par les eaux glaciales des grands fonds? Ont-ils été détruits lors d'un impact que personne n'a jamais localisé? Ou bien existe-t-il une autre explication que l'histoire n'a pas encore révélée? À ce jour, aucune preuve ne permet de répondre à ces questions. Le mystère demeure entier. Depuis 1979, l'aviation a profondément évolué. Les avions modernes transmettent leur position avec une précision inimaginable à l'époque. Les systèmes de communication sont plus performants. Les satellites observent une grande partie du globe. Les procédures internationales ont été renforcées afin qu'une disparition comme celle du Varig 967 ne puisse plus se produire dans les mêmes conditions. Et pourtant, le ciel et les océans continuent parfois de rappeler à l'humanité qu'ils gardent encore leurs secrets. Chaque disparition aérienne nous rappelle que, malgré nos technologies, notre planète possède encore des régions immenses où les réponses peuvent rester hors de portée pendant des décennies. Le Pacifique, avec son immensité et ses profondeurs abyssales, demeure l'un des derniers territoires où un géant d'acier peut encore échapper au regard du monde. Peut-être qu'un jour, une nouvelle génération de drones sous-marins, de satellites ou de technologies d'exploration permettra enfin de retrouver l'épave du Varig 967. Peut-être que les boîtes noires seront un jour localisées. Peut-être que les dernières minutes du vol seront enfin reconstituées. Et vous, que pensez-vous réellement arriver au vol Varig 967 ? Partagez votre théorie en commentaire et abonnez-vous à Légendes interdites pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.